Le père de la chimie moderne est sans conteste Antoine Laurent de Lavoisier. Déjà, il a eu la bonne idée de naître à Paris en 1743, en plein siècle des Lumières. Une époque de renouveau où les savants prennent leur distance avec l'Église et croient en la force du progrès. Surtout, la science se veut résolument utile. Les chercheurs doivent maîtriser et comprendre la nature pour mieux l'exploiter. Lavoisier symbolise à lui seul ce renouveau. Il mène ainsi de front ses travaux scientifiques et une carrière administrative exemplaire. Et ce n'est pas un hasard si cet expérimentateur de génie, ce touche-à-tout obsédé de précision, devient fermier général au service du roi Louis XVI. Car pour assurer la marche du progrès, les scientifiques s'impliquent de plus en plus dans les sphères du pouvoir. C'est donc un vent de grands changements qui souffle sur ce siècle. Et de changements, la pseudo-chimie de l'époque en a bien besoin, car elle tient encore beaucoup de l'alchimie héritée du Moyen-Âge. Ainsi, les savants pensent que tout corps est une combinaison de 4 éléments primordiaux, l'air, la terre, l'eau et le feu. De plus, ils sont empêtrés dans une théorie qui porte le nom barbare de phlogistique. Selon elle, il existe un seul élément flammable, le phlogiston, qui s'associe aux autres corps pour les rendre inflammables. Personne n'est encore capable de dévoiler la nature profonde de la matière. Bref, la chimie est en plein balbutiement, jusqu'à ce que Lavoisier réalise une expérience capitale en 1776. Intrigué par le rôle de l'air dans la combustion des corps, il raccorde une cornue à long col contenant du mercure à une cloche reposant sur un bain de mercure. Le dispositif est donc totalement hermétique et Lavoisier peut mesurer précisément la quantité d'air qu'il contient. Puis, il fait bouillir le mercure dans la cornue. 1 jour, 2 jours, 6 jours durant, il poursuit l'expérience. Résultat, des parcelles rouges se sont accumulées à la surface du mercure et le volume d'air a diminué d'environ 1/6. De quoi sont composées les 5/6 restantes? D'un gaz mortel qui empêche les bougies de brûler et tue les petits animaux qui le respirent. Au contraire, le gaz obtenu en chauffant la matière rouge convient parfaitement aux petites bêtes et ravive la flamme de la bougie, mieux encore que l'air atmosphérique. Plus fort encore, en recombinant les 2 gaz selon les proportions initiales, Lavoisier observe qu'il reforme de l'air en tout point semblable à celui de l'atmosphère. Sa conclusion est sans appel. L'air est constitué d'un mélange de 2 gaz, l'un respirable, l'autre mortel. Il montre que la combustion n'est pas due à l'hypothétique phlogiston, mais bien à ce gaz vital qui se combine au corps chauffé. Et comme ce gaz attaque le métal, Lavoisier le baptisera oxygène, du grec oxys, qui signifie acide. Quant au gaz mortel, il l'appelle d'abord mophète, puis azote, qui signifie sans vie. Avec cette découverte, Lavoisier révolutionne la chimie qui entre désormais dans son ère moderne. Hélas pour notre savant, il ne jouira pas longtemps de son triomphe, car une autre révolution est en marche, celle de 1789. Progressiste, Lavoisier embrasse ce nouveau vent de changement. Il participe à la démolition de la Bastille, devient député suppléant. Mais sa foi en la monarchie constitutionnelle et son passé de fermier général au service du roi seront sa perte. Arrêté sur l'ordre de la Convention, il est finalement guillotiné le 8 mai 1794. Selon la légende, le président du tribunal aurait clamé que la République n'a pas besoin de savants. À en perdre la tête. L'atmosphère. Alors voyons voir. Et souvenez-vous, sans atmosphère, il n'y a plus de vie sur Terre. Vous comprenez pourquoi il faut en prendre soin, d'autant qu'elle est extrêmement fragile. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
L'atmosphère, c'est la couche de gaz qui entoure notre planète. Enfin, quand on parle de couche, on devrait plutôt dire pellicule, car elle n'est pas bien grosse, l'atmosphère. Non, encore plus petit. Allez, encore un peu. Pour se faire une bonne idée, si la Terre était une pêche, eh bien l'atmosphère aurait l'épaisseur de sa peau. Et en plus, elle est composée de plusieurs couches, un peu comme un oignon. La partie la plus basse, dans laquelle nous vivons, s'appelle la troposphère. C'est dans cette couche que se forment les nuages, que tombe la pluie, que soufflent les vents, que gronde le tonnerre ou que s'abat la foudre. C'est aussi dans cette couche que volent les avions. La troposphère fait en moyenne 12 km d'épaisseur, un peu plus à l'équateur, un peu moins au pôle, et plus on monte en altitude, plus il fait froid. Car plus on monte en altitude, plus l'air chaud se détend. Et l'énergie nécessaire à cette détente fait baisser sa température en moyenne de 6 à 10 degrés tous les kilomètres, et ce jusqu'à la tropopause. Ici, la température est d'environ moins 56 degrés. À partir de là, à cause du rayonnement solaire qui est absorbé par les gaz présents, la température se met à augmenter jusqu'à 50 km d'altitude. On est dans la stratosphère. C'est ici que l'on trouve la fameuse couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Et il n'est pas rare d'y croiser des ballons sondes, voire plus rarement quelques parachutistes comme Félix Baumgartner, qui en 2012 a sauté à plus de 36 km d'altitude, et record battu en 2014 par Alan Eustace avec un saut à plus de 41 km. Ensuite, c'est la mésosphère, où la température chute à nouveau jusqu'à une altitude de 80 km. C'est dans cette zone que les météores se consument pour produire de magnifiques étoiles filantes. Enfin, après 80 km, la température augmente à nouveau. On entre alors dans la thermosphère, là où se produisent les aurores polaires. L'atmosphère est vitale. Pas d'atmosphère, pas de vie. Je m'explique. Si la vie est possible sur Terre, c'est parce que la température à sa surface permet la présence d'eau liquide. Elle n'est ni trop froide, ni trop chaude. La Terre est située à la bonne distance du Soleil, dans une zone habitable où ses rayons nous réchauffent juste ce qu'il faut. Mais l'atmosphère joue un rôle très important, tu vas voir. Environ 50% des rayons du Soleil atteignent le sol et sont absorbés par la Terre qui se réchauffe. Les autres rayons sont soit réfléchis et diffusés par l'atmosphère, soit réfléchis par certaines surfaces de la Terre, comme les grandes étendues de glace par exemple, c'est ce qu'on appelle l'albédo. La surface de la Terre, comme tout corps qui possède une température, émet à son tour un rayonnement. Si on s'arrêtait là, la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés. Mais heureusement pour nous, l'atmosphère est là. Sans atmosphère, le rayonnement terrestre partirait directement dans l'espace. Mais grâce à elle, une grande partie de celui-ci est absorbée avant d'être renvoyée vers le sol, ce qui a pour effet de faire grimper le thermomètre jusqu'à 15 degrés Celsius, la température moyenne de la Terre. Le rayonnement du Soleil et celui de la Terre sont différents. À cause de la température élevée de sa surface, le Soleil rayonne à son maximum dans la lumière visible. La Terre, elle, avec ses quelques degrés, émet principalement dans l'infrarouge, comme toi et moi. C'est donc ce rayonnement infrarouge qui est capté par certains gaz présents dans l'atmosphère et redirigé vers le sol. C'est ça qu'on appelle l'effet de serre, et les gaz en question, les gaz à effet de serre. L'effet de serre est vital. En revanche, depuis plus d'un siècle, les activités humaines rejettent de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Résultat, la température grimpe et ça ne sera pas sans conséquence pour tous les habitants de cette planète.